Dans le tumulte d'une grande ville africaine, une vieille dame était assise à un arrêt de bus, perdue et oubliée du monde, jusqu'à ce qu'un jeune garçon au cœur immense et à la brouette rouillée la raccompagne chez elle. Ce qu'elle lui a offert en retour dépasse l'entendement. C'est une histoire qui nous rappelle que les plus grands trésors se cachent souvent là où l'on s'y attend le moins, dans les gestes les plus simples et les plus purs. Margaret était assise sur ce banc de béton, à l'arrêt de bus d'Okio depuis 3 jours. Personne ne savait d'où elle venait. Elle était apparue un matin, vieille, silencieuse, vêtue d'un pagne qui avait bu la pluie et la poussière. Elle se tenait à l'extrémité de la dalle de ciment, ne demandant rien, ne mendiant pas, immobile. Elle ne parlait à personne, ne troublait pas la quiétude des lieux. Elle existait, simplement. Tel un fragment d'histoire oubliée, abandonné sur le bas-côté. Son foulard avait glissé, découvrant une partie de ses cheveux. Ses yeux étaient vides, mais agités, comme s'ils poursuivaient une vision que seule elle pouvait percevoir. Ses lèvres étaient gercées, ses sandales dépareillées. Ses doigts étaient sagement croisés sur ses genoux, posture d'une personne qui s'accrochait à sa dignité alors même que le monde l'ignorait. Les gens passaient, certains ralentissaient, chuchotaient. D'autres s'écartaient avec un certain malaise, surtout lorsqu'elle ne bougeait pas pour leur laisser de la place. « Qui est-ce » avait demandé une écolière à sa mère. « Je ne sais pas » avait répondu la femme sans s'arrêter. « Continue de marcher. » La vendeuse de maïs bouilli de l'autre côté de la route avait sa propre théorie. « J'ai entendu dire que ses enfants l'ont abandonnée » confia-t-elle à une cliente un mardi matin. Ils disaient qu'elle refusait de mourir. Alors, ils l'ont laissée à la rue. Elle porte le même pagne depuis hier. La cliente répondit, ce n'est plus un pagne, c'est un drapeau national. Une autre rumeur disait qu'elle était une enseignante à la retraite qui avait perdu la mémoire après la mort de son mari. Un écrivain local offrit une version plus sombre. Moi, je pense qu'elle s'est échappée d'une famille riche. Vous savez comment certains cachent leurs aînés malades. Peut-être qu'elle en a eu assez et s'est enfuie. Personne ne savait la vérité. Mais pendant 3 jours, la femme resta assise sur ce banc, sous la pluie, sous le soleil, sous les murmures, et personne ne s'approcha pour lui demander si elle avait besoin d'aide. Personne, sauf Raymond. Raymond était un jeune homme de 16 ans, grand, à l'esprit vif et à l'humour discret. Il vendait des arachides dans de petits sachets transparents, naviguant entre les échoppes et les carrefours, un bac en plastique sous le bras et un plateau sur la tête. Le genre de garçon qui savait crier « délicieux arachides », tout en gardant un sourire humain. Le genre de garçon dont les yeux remarquaient les détails. Il l'avait remarqué. Le premier jour, il supposa qu'elle attendait quelqu'un. Le deuxième jour, son regard s'attarda plus longuement. Le troisième jour, l'indifférence générale l'agaçait. Non pas elle, mais la façon dont le monde avait accepté sa présence, comme si elle était un élément permanent du décor urbain. Ce soir-là, après avoir vendu la majeure partie de sa marchandise, Raymond rentra chez lui et posa les sachets restants sur la table, à côté d'un seau qui fuyait. « Maman, il y a une vieille dame assise à l'arrêt de bus d'Okio depuis lundi, » dit-il. Sa mère, qui coupait des légumes un genou à terre, ne leva même pas les yeux. « Quelle vieille dame ! Elle est juste là. Au même endroit, avec les mêmes vêtements. Elle dit qu'elle a oublié le chemin de sa maison. » Sa mère laissa échapper un sifflement méprisant. « Ah, une histoire à dormir debout. Je lui ai donné de l'eau aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Margaret. » Cela capta son attention. « Attends, tu lui as parlé ? » ?»« Oui. »« Tu t'es approché ? » ?»« Très près. » Elle lâcha son couteau. « Raymond, veux-tu devenir fou ? Tu vois quelqu'un d'égaré, en haillons et sale, et ton instinct te dit d'engager la conversation ? Elle n'a pas l'air folle, dit Raymond calmement. Elle a l'air d'avoir été quelqu'un d'important autrefois. La voix de sa mère s'adoucit. Les gens qui ont été importants peuvent aussi être des sorcières. Raymond, je te préviens, ne laisse pas la pitié t'entraîner dans la malédiction familiale de quelqu'un. Mais elle est inoffensive. C'est toujours comme ça qu'elles paraissent au début. Et un jour, en marchant, tu oublieras ton propre nom. Raymond eut un petit rire et prit son plateau. Je reviens. Revenir où ? Je vais la pousser. Sa mère se leva d'un bond. Pousser qui ? Raymond, si tu pousses cette femme et que tu disparais, n'appelle pas mon nom dans le monde des esprits. Mais Raymond était déjà à moitié dehors. De retour à l'arrêt de bus, Margaret était toujours là. Même banc, même position, même air absent. Raymond traversa la route, déposa son plateau derrière l'étal du vendeur de fruits et se posta devant elle. « Bonsoir, madame. » Elle leva lentement les yeux. « Bonsoir, mon fils. » Il se pencha légèrement. « Vous vous souvenez de quelque chose ?» Elle esquissa un faible sourire. « Juste mon nom,
Margaret. Et mon portail, il est noir, grand. La rue est goudronnée. Raymond hocha la tête. Ça n'aide pas beaucoup. Presque toutes les maisons du quartier ont un portail noir, et toutes les rues sont goudronnées depuis l'époque du gouverneur Fichola. Elle gloussa. Un vrai goudron, pas tout sec. Puis elle baissa de nouveau les yeux. Je pensais qu'une promenade m'aiderait. Je pensais que je me souviendrais, mais maintenant, je ne sais même plus quel jour on est. Raymond resta là une seconde, puis regarda de l'autre côté de la route, vers une brouette garée à côté d'un vendeur d'oignons fatigué. Oncle Sue. S'il te plaît, prête-moi cette brouette pour 20 minutes. Pour transporter qui? Madame, dit-il en désignant Margaret. Sue cligna des yeux. Cette femme? D'accord, prends-la. Mais ramène-la en un seul morceau. Raymond poussa prudemment la brouette jusqu'au banc, puis s'arrêta comme un chauffeur annonçant une arrivée. Il s'éclaircit la gorge. Votre carrosse est arrivé, madame. Margaret tourna lentement la tête, confuse. Mon quoi? Votre carrosse, répéta-t-il en se redressant fièrement. Ma Ferrari, modèle premium. Direction assistée. Pas de ceinture de sécurité, mais je promets de ne heurter aucun caniveau. Elle regarda la brouette, puis lui, les yeux pétillants. Tu veux me promener? Je veux vous ramener à la maison. Elle le fixa un long moment, puis, de façon inattendue, elle éclata de rire. Le genre de rire qui la fit se taper doucement sur la cuisse. Le genre de rire qui était resté caché pendant des années. D'accord, jeune homme. Allons-y. Trouvons ce portail noir. Raymond l'aida à s'installer délicatement, en s'assurant que son pagne ne s'accroche pas au bord rouillé. Alors qu'il commençait à la pousser dans la rue, il dit « Dites-moi si la climatisation est trop forte, madame. Je peux la baisser un peu. » Margaret gloussa. Température parfaite. Nous avons aussi de la musique, ajouta Raymond avec le plus grand sérieux. Le style que vous voulez, il suffit de demander. Gospel, fuji, musique étrangère, et même les tambours traditionnels. Nous avons tout. Margaret éclata de nouveau de rire, secouant la tête. Tu es fou, dit-elle doucement, toujours souriante. Non, madame, répondit Raymond. Je suis un employé du destin. Ils passèrent une rue, puis une autre, puis encore une autre. Madame, vous reconnaissez ce quartier? Pas encore, mais je sens que nous approchons. Raymond soupira. S'il vous plaît, dites-moi que votre résidence n'est pas dans une autre municipalité. Margaret rit. Encore une rue. Au 4e virage, elle eut un hoquet de surprise. Attends, arrête. Celle-ci. Cette rue. Je la connais. C'est ici. Raymond leva les yeux. Les maisons étaient grandes, silencieuses, du genre de silence que seul l'argent peut acheter. Ils avancèrent jusqu'au bout de la rue, où un portail noir monumental, orné de têtes de lions dorés, se dressait tel un mur de palais. Margaret pointa du doigt. C'est ici. C'est ma maison. La bouche de Raymond s'entr'ouvrit. Votre maison? Madame, seriez-vous la tante de Dangote? Frappe, dit-elle en l'ignorant. Il frappa une fois. Une voix retentit de l'intérieur. Qui est là? J'ai ramené madame, répondit Raymond. Quelle madame? Le portail s'entr'ouvrit. Le gardien jeta un œil et se figea. Madame. Raymond s'écarta. L'homme hurla, Jésus. Madame. Madame est de retour. Le domaine explosa. Des gens sortirent en courant. Chauffeurs, cuisiniers, parents vêtus de beaux habits feignant de pleurer. Une jeune femme en robe de soie cria même, « Maman, tu es en vie. Je leur avais dit que tu reviendrais. » Margaret ne dit rien. Son visage resta impassible, tandis qu'il s'agitait autour d'elle comme des perroquets. Raymond la fit entrer dans la demeure, passant silencieusement devant les piliers de marbre et la statue de lion à l'entrée. Le salon ressemblait à un hall d'hôtel de luxe. « Madame, pardon, sommes-nous toujours au Nigeria ?» murmura-t-il. Elle sourit pour la première fois de la journée. Quand ils atteignirent le centre de la pièce, il l'aida doucement à sortir de la brouette. Elle s'assit sur le bord du canapé et le regarda avec chaleur dans ses yeux fatigués. « Comment t'appelles-tu »« Raymond. » Elle hocha la tête. « Raymond. Tu m'as poussé comme un roi pousserait sa reine. »« Merci. » Il se gratta la tête. « Ce n'est rien, madame. » Elle baissa les yeux vers ses genoux. « Je n'ai rien à te donner pour l'instant. J'ai quitté la maison sans rien. Mais... » Elle releva les yeux vers lui. « Reviens demain matin. » Pourquoi faire? Je veux te donner quelque chose de mieux que des arachides. Un travail.
Raymond cligna des yeux. Un vrai travail? Demanda-t-il. Oui. Un travail dont tu ne soupçonnais pas l'existence. Il resta là, sans voix. Puis il hocha la tête. D'accord, je viendrai. Bientôt, dit-elle. Nous avons du travail. Alors qu'il ramenait la brouette dans la rue, un des cuisiniers murmura derrière lui, certains poussent des brouettes et trouvent leur destin. Moi, je balaie depuis 2005 et rien ne m'a encore trouvé. Avant de devenir cette vieille femme silencieuse qui oubliait parfois quel jour on était, Margaret était une force de la nature. Une femme de pouvoir, une femme de classe, une femme dont le nom pouvait faire trembler une salle de conseil sans même qu'elle ait à parler. Elle était la fondatrice du conglomérat M&A, une multinationale des télécommunications pesant des milliards. Elle l'avait bâtie de toutes pièces avec son mari, Arnold, son roc, son partenaire, le seul homme qui l'ait jamais vraiment comprise. Margaret ne se contentait pas de gérer des entreprises. Elle bâtissait des héritages. Elle siégeait au conseil d'administration des plus grandes sociétés. Son nom ouvrait des portes, sa voix scellait des contrats. Et en dehors du monde des affaires, elle donnait comme une reine. C'était une philanthrope qui finançait les études de centaines d'enfants, faisait des dons aux hôpitaux, payait le loyer de veuves et nourrissait des communautés entières chaque mois de décembre. Elle était respectée, crainte, célébrée. Mais la seule chose qu'elle n'eût jamais fut un enfant. Après des années d'essais, de prières, de visites à l'hôpital et de larmes silencieuses, Margaret accepta finalement qu'elle ne porterait jamais de bébé. Mais Arnold ne la quitta jamais. Lorsque sa famille le pressa de prendre une seconde épouse, il refusa. « J'ai épousé Margaret, pas sa capacité à enfanter », leur dit-il, et il le pensait. Ils eurent un foyer heureux jusqu'à il y a 5 ans, quand Arnold s'effondra dans leur chambre et ne se réveilla plus. Crise cardiaque. Soudaine, brutale, définitive. Depuis, le monde de Margaret avait basculé. Les cousins, nièces, neveux et frères et sœurs d'Arnold commencèrent à rôder comme des vautours, feignant de se soucier d'elle, de lui rendre visite, mais comptant les jours. Ils n'attendaient pas pour l'aider. Ils attendaient qu'elle meure pour pouvoir tout se partager. Le personnel de maison, pour la plupart, était des espions, placés par ses mêmes parents. Elle ne pouvait éternuer sans que quelqu'un ne le rapporte. Puis vint le coup de grâce, le diagnostic d'un médecin, un début de démence. Nous pouvons la gérer, madame, mais elle progressera. Une nuit, Margaret s'assit sur son balcon pendant des heures et pleura en silence. Elle se sentait prisonnière de sa propre maison. Chaque recoin murmurait, chaque assiette teintait de calcul. Elle décida cette nuit-là que si les gens à l'intérieur de sa maison attendaient seulement qu'elle meure, alors elle sortirait, même si cela signifiait se perdre. Et c'est ainsi qu'un petit matin, elle partit pour une promenade. Elle n'emporta rien, ne dit pas un mot. Elle descendit sa rue, la dépassa, puis continua jusqu'à ce que les panneaux de signalisation deviennent flous et les maisons, étrangères. Ses jambes la lâchèrent avant sa mémoire. Et c'est ainsi qu'elle finit assise sur le banc de l'arrêt de bus d'Okio, oubliée du monde, jusqu'à ce que Raymond arrive avec sa brouette et change le cours de son histoire. Raymond ne dormit pas bien cette nuit-là. Il se tourna et se retourna, revivant en boucle le voyage en brouette. Le rire de Margaret, le manoir somptueux, le gardien qui criait comme s'il avait vu un fantôme, et le moment où elle lui avait dit de revenir pour un vrai travail. Vrai travail en tant que quoi? Que pouvait-il bien faire dans une maison où les oreillers avaient probablement des télécommandes? À 6 heures du matin, il était déjà debout. Il se lava, enfila sa plus belle chemise, celle qu'il gardait pour Noël, et repassa son pantalon noir avec le dos d'une cuillère chaude, car il n'y avait pas d'électricité. À 7 heures, il se tenait devant le portail du manoir. Il ajusta sa chemise pour la 5e fois, s'éclaircit la gorge, puis frappa 2 fois. Le portail s'ouvrit, et le même gardien que la veille apparut, le visage empreint de suspicion et d'orgueil. « Oui ?» Raymond sourit poliment. « Bonjour, monsieur. Je suis venu voir madame. Elle m'a dit de venir. » L'homme haussa un sourcil. « Madame a dit que vous deviez venir ? » ?»« Oui, monsieur. Hier soir, après que je l'ai ramené. » Il toisa Raymond de la tête aux pieds. « Vous êtes de sa famille ? » ?»« Non, monsieur. »« Vous êtes un employé ? » ?»« Pas encore. » Mais elle a dit. « Alors, restez dehors. » Le portail se referma brutalement. Raymond resta là, clignant des yeux. Il attendit 10 minutes, 15. À 7h30 précise, le portail s'ouvrit de nouveau. Cette fois, une petite femme en robe bleu marine et talons chancelants sortit. Sa perruque était audacieuse, son rouge à lèvres était confiant, et son attitude, 10 fois plus. « Bonjour », dit-elle en ajustant sa pochette comme quelqu'un qui est toujours en retard pour une séance photo.
Bonjour, madame. Vous êtes le garçon qui a ramené madame hier. Oui, madame. Elle le dévisagea de haut en bas. Vous vous êtes même fait beau. Elle m'a dit de venir. Elle dit beaucoup de choses. Une fois, elle a dit avoir vu mon oncle décédé jouer du piano dans la chambre d'amis. Raymond ne savait s'il devait rire ou fuir. La femme soupira. Eh bien, elle vous attend. Vous pouvez entrer, mais s'il vous plaît, tenez-vous bien. N'allez pas toucher à tout. Les objets ici sont plus chers que votre rue tout entière. Raymond déglutit. Oui, madame. À l'intérieur, tout semblait plus brillant à la lumière du jour. Une voiture aux jantes argentées qui pouvait aveugler le diable était garée sous un abri plaqué or. Raymond fut conduit au patio arrière où Margaret était assise dans un rocking chair, sirotant son thé comme une duchesse britannique. Elle ne portait plus le pagne poussiéreux. Ce matin, elle était vêtue d'une robe en dentelle propre et de douces pantoufles blanches. Elle ressemblait à une personnalité, le genre dont on parle dans les journaux. « Bonjour, madame », dit Raymond. Margaret leva les yeux et sourit. « Raymond, pile à l'heure. Je suis venu tôt. Je ne voulais pas rater le travail. » Elle rit. « Tu es déjà embauché. Je te l'ai dit, tu travailles avec moi maintenant. Tu es mon assistant personnel. » Raymond cligna des yeux. « AP ? Oui. Tu m'aideras pour tout, me rappeler les choses, m'accompagner au bureau, m'aider à rester organisé. » Raymond se gratta la tête. « Madame, je n'ai jamais été l'assistant de personne. » Elle prit une autre gorgée de thé et dit, « Moi non plus. Nous apprendrons ensemble. » À 9 heures, Margaret lui demanda de la suivre dans son bureau. La pièce semblait sortir d'un magazine. Livres, plaques de récompense, diplômes, un bureau élégant aux poignées dorées. Raymond remarqua un grand tableau calendrier mural derrière elle, complètement vide. Il murmura, « Dois-je vous aider à le remplir ?» Margaret sourit. « Oui, commence par aujourd'hui. » Il prit un marqueur et écrivit, « Embaucher Raymond, AP, ancien chauffeur de brouette. » Margaret éclata d'un rire si fort que la domestique à l'extérieur jeta un coup d'œil. « Tu es un garçon amusant, » dit-elle. « C'est pour ça que je t'ai embauché. » À l'heure du déjeuner, Margaret l'avait déjà présenté au personnel comme sa personne personnelle. Certains le saluèrent avec des sourires forcés. D'autres l'ignorèrent complètement. Margaret lui avait attribué une chambre dans la dépendance et lui avait annoncé son salaire, 50 000 nera par mois. Raymond faillit tomber de sa chaise. Ce soir-là, quand Raymond rentra chez lui pour annoncer la nouvelle, la maison était en émoi. Sa mère avait déjà appelé son pasteur. Ses frères et sœurs pensaient qu'il avait été enlevé. « Où étais-tu » Il laissa tomber son sac. « Je vous ai dit que la femme m'avait demandé de venir. » Sa mère le tira par l'oreille. « Venir faire quoi ? Laver des cadavres ? Signer un héritage ? Elle m'a donné un travail, maman. Je suis son AP. » AP ? Sa mère parut confuse. AP comme assistant personnel ou assistant permanent à la folie. Raymond sourit. 50 000 nera par mois. Il y eut un silence. Puis sa mère ajusta son pagne et s'assit. D'accord, recommence depuis le début. Le thé était-il chaud ou tiède ? Cela faisait presque un mois que Raymond était l'AP de Margaret. Il tenait son sac à main sans crainte, lui rappelait ses médicaments sans bégayer. Chaque matin, elle l'appelait de son balcon, « Raymond, quel est mon programme aujourd'hui ?» Et il répondait, « Vous avez un appel téléphonique, 2 pilules et une promenade dans le jardin pour la vitamine D. » C'était devenu leur rituel. Margaret lui faisait plus confiance qu'à sa propre mémoire. Un jeudi après-midi, une femme entra dans le bureau. Jeune, élégante, sentant l'argent et la vanille importée. Talons hauts, jupe moulante, niveau de confiance, dangereux. « Bonjour, » dit-elle. « Je suis Madame Lydia, la secrétaire personnelle de Madame. Je viens du bureau du continent. » Raymond cligna des yeux. « Je ne savais pas qu'elle avait une secrétaire. Elle ne le dit pas à tout le monde. En fait, je voulais vous parler. À vous. Seule. » Elle s'appuya contre le bureau. « Vous semblez très proche de Madame ces jours-ci. Madame oublie beaucoup de choses. Parfois, elle laisse traîner des dossiers. Des documents importants, des coordonnées bancaires, des parts d'entreprise. Si jamais vous tombez sur quelque chose comme ça, apportez-le-moi. Disons qu'il y a des gens qui se soucient de son avenir, et vous serez récompensé. » Raymond haussa un sourcil. « Récompensé ? Ne soyons pas naïfs, Raymond, dit-elle d'un ton mielleux. Un dossier par-ci, une signature par-là, et votre avenir est assuré. » Il la fixa un long moment,
puis sourit doucement. D'accord, j'y réfléchirai. Bon garçon, dit-elle en lui faisant un clin d'œil avant de partir, ses talons claquant sur le carrelage comme une trahison. Raymond ne dit rien à Margaret. Cette semaine-là, il trouva de l'argent sur une table, il le rapporta. Il trouva des titres de propriété laissés ouverts, il referma le dossier et le rangea. Margaret l'observait à chaque instant, sans un mot. 3 jours plus tard, elle le convoqua. « Raymond, que voulais-tu devenir dans la vie, avant que la brouette n'entre dans ton histoire ?» Il hésita. « Je voulais être avocat. »« Vraiment ? » ?»« Oui, madame. Depuis que je suis petit, j'aime la justice, la vérité, l'argumentation. Des qualités parfaites pour survivre à ma famille, dit-elle. Raymond sourit tristement. Mais nous n'avions pas les moyens pour l'école. Margaret ne dit rien. Elle passa juste quelques appels après son départ. La semaine suivante, un homme à lunettes arriva avec une pile de manuels scolaires. « Bonjour. Êtes-vous Raymond ? Je suis monsieur Chindu. J'ai été engagé pour vous donner des cours particuliers. Nous commençons votre préparation au droit aujourd'hui. » Raymond, stupéfait, alla trouver Margaret. « Madame, il y a un homme dehors. »« Oui, c'est votre professeur. Il viendra 3 fois par semaine. » La voix de Raymond tremblait. « Pourquoi moi, madame ?» Margaret plia son journal. « Tu ne m'as jamais demandé d'argent. Tu ne m'as jamais volé. Je t'ai observé, je t'ai testé encore et encore. Tu ne le savais pas, mais j'ai tout vu. » Raymond s'assit à côté d'elle, silencieux. « Tu m'as transporté avec amour dans ta Ferrari brouette, » continua-t-elle, la voix plus douce. « Tu m'as traité avec plus de bonté que ceux qui prétendent m'aimer. Tu as vu une femme perdue et tu l'as aidée. » Les yeux de Raymond s'emplirent de larmes. Elle lui prit la main. « Tu as été un fils pour moi, Raymond. Tu m'as traité avec un soin, un respect et une dignité que ma propre famille ne m'a jamais témoigné. Alors maintenant, je veux t'aider. Je veux que tu deviennes l'homme que je sais que tu es destiné à être. » 3 jours après le début de ses leçons, les ennuis arrivèrent. Littéralement. Le portail principal vola en éclats, comme si un match de catch allait commencer. C'était le frère cadet d'Arnold. Il entra en trombe dans le bureau de Margaret, une pièce sacrée où personne n'entrait sans frapper. Margaret. Elle ne sourcilla pas, assise calmement derrière son bureau. « Alors c'est à ça que tu as réduit ta vie ?» aboya-t-il. « Tu suis des gamins dans toute la maison maintenant ? Tu as ramené quelqu'un de la rue, du caniveau, un vendeur d'arachides, pour en faire ton assistant personnel. N'as-tu pas honte ?» Margaret posa son stylo. « Je veux qu'il soit parti d'ici ce soir, » continua l'homme. « Tu es toujours la femme de mon frère. Comporte-toi avec dignité. Tu n'es pas bien, tout le monde le sait. » Margaret se renversa dans son fauteuil. Le calme était mortel. Puis elle dit, « C'est ma maison. Pas celle de ton frère, pas celle de ton grand-père. La mienne. » Il éclata d'un rire méprisant. « Tu crois qu'on ne connaît pas tes plans ? Tu crois qu'on ne sait pas que tu vas commencer à distribuer les biens ? Tu nous prends pour des imbéciles ? » « Non, » répondit Margaret. « Je sais exactement ce que vous êtes. Tu es vieille, tu es malade et tu perds la tête. Il est temps de laisser la vraie famille gérer les choses. » Margaret le regarda droit dans les yeux. « J'ai vécu avec des serpents. Des employés qui m'espionnent, une famille qui compte mes respirations en attendant que je m'effondre. Et toi, tu es le chef du comité des charognards. » Il sortit en trombe, manquant de renverser un vase. 2 jours plus tard, elle convoqua une réunion de famille. Il pensait que le moment était enfin venu. Ils se rassemblèrent dans le grand salon. Margaret entra, suivie de Raymond, puis de l'avocat. Il s'éclaircit la gorge. Madame Margaret a convoqué cette réunion pour déclarer officiellement son successeur. La personne qui héritera de son patrimoine personnel, de ses intérêts commerciaux et de tous ses actifs légaux. La pièce se figea. Et cette personne est Raymond. Silence. Puis l'explosion. Qui ? Ce garçon ? La pièce éclata. L'oncle se leva si vite qu'il renversa le bol de friandises. Une cousine cria, « Tu as tout donné à un vendeur d'arachides. » Une tante hurla, « Tu es méchante. » C'est de la sorcellerie. Raymond se tenait là, figé, le cœur battant. Margaret leva simplement la main. « Dehors. » J'ai dit, « Dehors. » La sécurité intervint. Les insultes fusaient. « Tu entendras parler de nos avocats. Tu vas mourir comme une chèvre. » Quand la poussière retomba, Raymond s'effondra à côté d'elle, pleurant en silence. « Pourquoi moi ?
Je ne fais même pas partie de cette famille. Margaret le regarda avec des yeux qui avaient trop vu. Tu m'as traité mieux que n'importe quelle famille ne l'a jamais fait. Je t'ai testé. J'ai engagé une fausse secrétaire. J'ai laissé traîner de l'argent. J'ai tendu des pièges. Tu les as tous passés sans savoir que je regardais. L'amour n'est pas une question de sang. C'est une question de comportement. Et toi, Raymond, tu t'es comporté comme un fils quand tout ce que j'avais, c'était des hyènes en dentelle. Il posa sa tête sur ses genoux. Je ne sais pas quoi dire. Alors dis merci, murmura-t-elle. Et ne doute plus jamais de ce que tu mérites. Quelques mois plus tard, Raymond fut admis à l'université. Il l'apprit en trouvant Margaret assise dehors, une lettre d'acceptation sur les genoux. Madame, c'est vrai? Pourquoi cries-tu comme si je l'avais falsifié? Tu vas à l'école. Tu as dit droit, n'est-ce pas? J'espère que tu sais bien argumenter. Raymond tomba à genoux. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Le jour de la rentrée solennelle fut un événement. Margaret était venue vêtue de dentelle si immaculée que le soleil devait plisser les yeux. Elle tenait la main de Raymond. C'est mon fils, disait-elle aux gens qui ne demandaient rien. Le futur avocat. Le premier de la famille. Un garçon brillant. Avec le temps, Margaret se rapprocha de la famille de Raymond. Sa mère venait avec des bols de soupe. Ses jeunes frères et sœurs l'appelaient grand-mère. Ils devinrent une seule famille, unis non par le sang, mais par les liens du cœur. Mais alors que la joie grandissait, le silence aussi. La mémoire de Margaret commença à vaciller de nouveau, cette fois plus profondément. Un matin, elle versa du sel dans son thé. Un autre jour, elle lui demanda, « C'est à cause de cet examen que tu ne vas plus à l'école ?» Raymond cligna des yeux. « Madame, je suis toujours à l'école. »« Oh » dit-elle en sirotant son thé salé. « Je pensais avoir un fils avocat. J'ai peut-être rêvé. » Ce jour-là, Raymond ne parla pas pendant des heures. Mais il resta. Il ajusta ses vacances pour rentrer souvent. Il lui lisait des histoires, même si elles ne suivaient plus l'intrigue. Et chaque soir, il murmurait, « Je suis toujours ton fils. Je suis là. » Le jour de sa remise de diplôme, il ne rentra pas directement. Il repassa sa toge avec une révérence presque sainte. Quand il entra dans la chambre de Margaret, elle fixait le plafond, fredonnant un hymne de 1963. Il s'agenouilla près de son lit. « Maman. » Elle se tourna lentement. « Oui. Êtes-vous le médecin ? » ?»« Non, madame, » murmura-t-il. « Je suis votre fils. » Il posa doucement le mortier sur sa tête, puis drapa la toge sur ses frêles épaules. « Votre fils est maintenant avocat, maman. » Margaret toucha le tissu de ses doigts faibles. Elle leva les yeux. Des larmes emplirent son regard, non pas de reconnaissance, mais de quelque chose de plus profond. « Arnold, » murmura-t-elle. « Notre fils est avocat. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que nous serions parents un jour. Je ne suis pas stérile. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas oubliée. » Et elle sourit. Un sourire sincère, paisible, accompli. Margaret vécut jusqu'à 95 ans. Elle ne se souvenait plus de l'année, ni de l'endroit où étaient rangées les cuillères. Mais chaque matin, Raymond lui rendait visite. Parfois, elle demandait, « Êtes-vous mon thérapeute ?» Il riait et répondait, « Non, maman. Je suis votre fils bien-aimé. »« Oh, » disait-elle. « J'ai un fils. »« Oui, un fils très gentil. » Alors elle hochait la tête. « C'est bien. C'est bien d'avoir des fils qui savent faire bouillir des ignames. » Chaque jour, Raymond lui donnait des nouvelles comme si elle dirigeait encore le monde. « Maman, votre fils vient de remporter un gros contrat. Maman, votre fils a fait don de livres à une école. Maman, votre fils a été mentionné dans les journaux. » Et elle souriait comme si elle comprenait, même si ce n'était pas le cas. Car certaines vérités n'ont pas besoin de mémoire. Elles vivent dans le cœur. Raymond a ensuite ouvert plusieurs ONG au nom de Margaret. Il a financé des écoles, construit des bibliothèques, créé des plateformes pour des jeunes comme lui, des garçons qui vendaient autrefois des arachides avec des rêves coincés dans leurs poches. Et chaque fois que les gens lui demandaient pourquoi il donnait tant, il répondait « Parce qu'un jour, quelqu'un m'a tout donné », en commençant par un voyage dans une Ferrari brouette. L'histoire de Raymond et Margaret est une parabole moderne sur la gentillesse, la dignité et la nature inattendue du destin. Elle nous enseigne que la véritable richesse ne se mesure pas en biens matériels, mais en actes de bonté, et que la plus belle des familles est celle que l'on choisit avec le cœur.